Bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien la présentation. On vous propose aujourd'hui donc une réunion d'information sur la dermatose nodulaire contagieuse, maladie des bovins qui touche actuellement la France depuis le premier foyer détecté en Savoie le 29 juin dernier. Donc, on vous propose de faire un point sur la maladie, ses modalités de diffusion et sur les mesures de prévention, ainsi qu'un point de situation épidémiologique qui sera présenté par David Mbot, vétérinaire à GDS France, qui suit avec les autres vétérinaires de GDS France, qui suit l'évolution des foyers au niveau national, en partenariat avec les GDS et la DGAL, donc le ministère. On aura ensuite une intervention de Stéphanie Philiseau, présidente du conseil d'administration de la SNGTV, qui fera un point sur le rôle des vétérinaires sanitaires. Et au vu de l'évolution de la situation sanitaire, les mesures de gestion nationale évoluent également et on aura donc un point présenté par le service régional de l'alimentation sur les mesures de gestion de l'État, avec l'intervention de Yael Fari, chargée de mission santé et protection animale, et Mohamed Rouina, qui est l'adjoint au chef du SRAL et chef du pôle vétérinaire, donc au SRAL à la DRIAF. Et on terminera la présentation par un moment d'échange qu'on va laisser assez large pour que vous puissiez poser toutes vos questions qui n'auraient pas trouvé de réponse au cours des présentations. Et pour information, donc ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra d'y réaccéder par la suite. Il sera mis à disposition sur le site internet de la Chambre d'agriculture. Et du coup, pour avoir un échange plus fluide, une présentation fluide, on a coupé dans un premier temps les micros et on ouvrira les micros aux personnes qui souhaitent intervenir au moment d'échange, hein. On vous laissera la parole à ce moment-là pour intervention ou question. Donc voilà, j'espère que cette réunion vous apportera en tout cas les informations attendues. Je vais laisser la parole du coup à David qui va vous en dire plus sur cette DNC. Merci Anne-Sophie. Donc bonjour à tous, David Ngouambot, vétérinaire conseil à GDS France. Je suis animateur de la commission bovine et c'est à ce titre que je viens vous dire quelques mots sur les difficultés que l'on rencontre avec la dermatose nodulaire contagieuse. Je veux bien partager, si tu peux te départager Anne-Sophie, et je te laisse prendre la main sur l'activation des participants qui arrivait encore un petit peu de temps Oui. en temps. Alors, est-ce que ça fonctionne pour vous? Impeccable, on vous voit bien. Parfait. On ne le voit pas en mode présentation, par contre. Si, ça y est, c'est bon. Vous y êtes en mode présentation? Oui, Oui. c'est Très bon. bien. Oui, oui. Alors, donc un petit peu de mots de généralité sur cette maladie. Donc, c'est une maladie qui est virale, strictement animale, et non transmissible à l'humain. Donc, les espèces touchées sont globalement les bovidés, les bovins, donc les buffles, les zébus, et les autres espèces ne sont ni sensibles et donc ni contaminantes. Donc, elles ne déclarent pas la maladie et en plus, elles n'ont pas de rôle dans la transmission de la maladie, donc elles n'ont pas de rôle épidémiologique. C'est une maladie qui a un fort impact clinique hein, sur les bovins, avec une morbidité, donc le pourcentage d'animaux malades dans les troupeaux qui est de 10 à 20% et qui peut aller jusqu'à 45%, et avec de la mortalité également en élevage, de 1 à 5% et jusqu'à 10%. Difficile d'évaluer puisque c'est une maladie de catégorie A, et donc à éradication immédiate, et donc on abat les animaux, et donc on n'attend pas de voir le nombre d'animaux qui sont morts. Mais en tout cas, ceux qui ont eu le malheur d'être touchés par cette maladie ont eu des dégâts extrêmement importants. Donc la maladie est catégorisée au niveau européen par la réglementation européenne en A, donc c'est-à-dire en cas d'apparition, les États membres doivent mettre en place des mesures en vue de son éradication immédiate, donc tout de suite, compte tenu de l'importance et de la diffusion de cette maladie et des dégâts qu'elle occasionne. Donc, sur les signes cliniques, on a une incubation qui dure de 4 à 28 jours. Donc, le virus se multiplie, on va dire de façon silencieuse dans l'organisme avant d'apparaître sous forme de signes cliniques.
Classiquement, donc, on a un abattement sur les animaux, une anorexie, les animaux arrêtent de manger, donc la fièvre pouvant atteindre 41 degrés, et puis pour une chute de lactation qui est surtout visible sur les laitières. Donc, la caractéristique de cette maladie, mais qui n'est pas la seule, c'est d'avoir des nodules et des lésions nécrotiques sur la peau. Donc, vous avez quelques photos à disposition sur la droite. Et les muqueuses et les membranes, donc on retrouve des nodules avec une hypertrophie des ganglions lymphatiques et une atteinte des organes internes, donc le tractus digestif et puis l'appareil respiratoire. L'évolution de la maladie peut être longue et les séquelles sont nombreuses avec des avortements, de la stérilité, de l'amaigrissement et de la peau qui est endommagée également. Sur les modalités de diffusion de la maladie, le virus appartient à la famille des poxvirus qui sont habituellement des maladies plutôt contagieuses qui se transmettent par contact. Mais ce type-là en particulier a plutôt une tendance à transmission vectorielle, mais il y a aussi possibilité, même si ce n'est pas la forme principale épidémiologique, on pense qu'il y a une possibilité de contamination par contact. En tout cas, il y a des études qui l'ont montré sur d'autres sérotypes. Et donc, ça explique aussi les procédures lourdes de nettoyage et désinfection qui doivent être mises en place pour s'assurer de l'arrêt de la transmission de la maladie. Donc, la transmission se fait par deux types d'insectes hématophages. Et on est sur une transmission dite mécanique, hein, à l'occasion d'un repas de sang. L'animal pique, le bovin. Le bovin contaminé est gêné, donc il va mettre un coup de queue et l'insecte va s'en aller et va aller piquer un autre animal et pouvoir le contaminer. Donc, comme une aiguille, en fait, il n'y a pas de réplication du virus à l'intérieur du vecteur. Il n'y a pas de capacitation, de facilitation, de multiplication du virus à l'intérieur du vecteur, mais c'est vraiment comme une piqûre que ça se passe. Et les insectes se déplacent peu, restent souvent à proximité de leur source de nourriture et sont rarement transportés par le vent parce que on n'est pas sur des thylakoïdes, hein, on est sur des animaux un peu plus lourds. Et la durée de survie du virus sur les pièces buccales est a priori de moins de 24 heures, d'autant que les animaux ont tendance à se nettoyer les pièces buccales après leur repas. Donc, si en local, on a une transmission de proche en proche, en tache d'huile, hein, d'une bête à l'autre, il y a bien évidemment aussi l'effet de l'homme et la transmission sur les grandes distances se fait par le mouvement de bovins infectés et qui justifie pleinement les restrictions au mouvement qui sont mises en place pour lutter contre cette maladie. Donc on a des mouches piqueuses, donc les stomox, qui parcourent en général 150 mètres à 1,6 km, maximum 5 km. Et puis on a les tans, les tabanidés, qui en général font 50 mètres en cours de repas et 6 km lorsqu'ils recherchent leur repas. Donc vous voyez, on est plutôt sur une contamination de proche en proche. La diffusion, donc, elle se fait, comme je vous le disais, par les vecteurs ou par des mouvements. Donc le vecteur va piquer un animal contaminé et puis il va se déplacer et va aller piquer d'autres animaux de proche en proche et contaminer de ferme en ferme possiblement les animaux, où l'animal infecté va être transporté sur une plus ou moins grande distance et ensuite cet animal va être à son tour piqué et permettre la contamination d'autres animaux. Excusez-moi. C'est un peu sensible le passage. Donc, comme on l'a vu, l'incubation dure entre 4 et 28 jours, une fois que l'animal a été piqué. Et puis, on va avoir une grande partie des animaux qui vont être infectés sans symptômes, ce qui complexifie donc un petit peu la lutte contre cette maladie, c'est qu'elle n'est pas forcément toujours apparente. On peut être infecté sans déclarer de symptômes. Alors, les chiffres sont très variables, entre 70, 90, 95% d'animaux qui sont sans symptômes. Et puis, on va avoir un certain nombre d'animaux qui vont avoir des symptômes. Et la particularité de ce virus, c'est que la durée d'incubation est assez longue. Et c'est qu'en fait, du coup, l'animal est infectant pendant presque un mois et on ne le voit pas forcément ou de façon très discrète. Et donc, ce qui contribue à la diffusion de la maladie parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et donc, le tabanidé va se réinfecter ou le stomox et ensuite pouvoir reboucler la boucle de la contamination et permettre la diffusion de la maladie. Donc les mesures à mettre en place en élevage,
et les vétérinaires le diraient mieux que moi, les CNGTV. Donc il faut, et c'est la priorité, donc c'est des mesures que l'on a proposées, on a fait ce travail hein, en partenariat avec la SNGTV, donc depuis le début de la crise, on travaille tous main dans la main pour avancer et lutter avec l'administration. Donc surveiller quotidiennement les animaux. Un animal infecté peut en contaminer hein, jusqu'à 16 autres dans les études qui ont été menées, et le risque de contamination d'un lot d'animaux situé dans un rayon de 4,5 km est proche de 100%. Donc vous voyez que l'importance en pratique, c'est d'identifier, comme le dira mieux que moi Stéphanie Filido, en pratique, optimiser la surveillance, y compris hors bâtiment, c'est important d'être en capacité de détecter la maladie, parce que c'est la principale difficulté à laquelle on est confronté avec cette maladie, c'est d'être capable de le détecter. Le virus n'est pas dans le sang, et donc le dépistage en est rendu compliqué et difficile. Donc, il faut visiter tous les lots de bovins quotidiennement. Ça représente bien évidemment une charge de travail, hein, mais c'est indispensable pour se protéger. Et donc, quand on est hors bâtiment, donc en pâturage, il faut regrouper les bovins, donc prévoir un saut de concentré, isoler et contenir les animaux suspects, donc prévoir les moyens de contention à l'avance, hein, et puis, si possible, prendre la température de quelques animaux, ceux qui apparaissent abattus, pour vérifier qu'on n'est pas en pleine infection. Et puis, voilà, le réflexe indispensable, c'est en cas de signe clinique apparenté, compte tenu du contexte épidémiologique, la seule chose à faire, c'est d'appeler son vétérinaire sanitaire pour qu'il vienne vérifier ce qu'il y a. C'est extrêmement important de le faire. Autre mesure possible pour lutter hein, contre la maladie, les mesures de biosécurité contre les vecteurs, pour limiter les risques, hein, ben, c'est tout ce qui va limiter la prolifération des vecteurs, et notamment les larves du vecteur. Donc, il faut un curage régulier des litières et un nettoyage des bâtiments. Il faut un retrait systématique des pailles qui sont en décomposition dans et autour des bâtiments ou à proximité des râteliers dans les pâtures, avec une élimination fréquente des croûtes dans les box, autour des fosses à lisier sur le matériel d'élevage. Donc, vous voyez, c'est des choses assez courantes hein, qui sont faites sur la tenue de l'élevage, mais sur lesquelles il faut être un peu plus attentif, un peu plus exigeant, on va dire, dans la mise en œuvre. L'entretien des abords des bâtiments avec le drainage des zones boueuses et puis une maîtrise de la végétation. Et puis aussi, surtout, le stockage du fumier à l'écart des animaux, avec idéalement donc recouvrir ce fumier avec une bâche noire, parce que ça permet, quand il y a quelques rayons de soleil, d'augmenter la température, ce qui empêche les larves de pousser. Ça réduit le nombre de larves des vecteurs. Et éviter l'accumulation de fourrage humide dans les mangeoires ou tomber au sol. Donc, et puis des traitements larvicides, des gîtes larvaires qui ne peuvent pas être éliminés. On ne peut pas toujours tout drainer. Et donc là, mettre des traitements larvicides. Et donc limiter, hein, autant que faire se peut, les traitements insecticides. On les réserve en cas de foyer dans les bâtiments où on traite tous les animaux. Et ça ne sert à rien de mettre en place des insecticides généralisés dans les bâtiments. On ne pense pas que ça fonctionne, ni sur tous les animaux, parce que de toute façon, il y a une pollution telle de l'environnement, notamment, il y a quelques apiculteurs hein, en Île-de-France, mais globalement, enfin, il faudrait des quantités telles de produits pour pouvoir avoir un effet réel que c'est superfétatoire, et c'est même plutôt dangereux pour l'environnement. Donc, la désinsectisation systématique n'est pas du tout recommandée. Elle est dans le contexte, en prévention, elle est dans le contexte de la lutte effective. Quand la maladie est là, effectivement, on met en place cette désinsectisation. Donc, comment c'est arrivé en Europe, cette maladie qui était absente de l'Europe depuis ben, jamais, je crois qu'elle était arrivée encore. Donc, on a eu un premier foyer de DNC avant les années 90, pardon, puisqu'on a eu dans les Balkans hein, quelques cas. On a eu un premier foyer de DNC le 21 juin 2025 en Sardaigne, dans un élevage bovin. Et depuis, ça se multiplie en Sardaigne. Et puis, un second foyer qui a été identifié sur enquête épidémio. On a vu qu'il y a un animal qui était parti de Sardaigne en Lombardie. Et depuis, donc, il y a eu un second foyer le 25 juin qui a été trouvé tout de suite, en fait, qui était en lien avec le premier foyer et qui a pu être assaini tout de suite. Et puis, bon, d'autres foyers sont en cours de notification ou investigation. Donc, ça bouge un petit peu tous les jours, on va dire. Et actuellement, on en est à 75 foyers en Sardaigne, avec une situation d'élevage extensif, on va dire un peu comme la Corse. Donc, des animaux qui sont plus compliqués à manipuler, à contenir, puisqu'ils sont dans des grands espaces.
Et donc, le déploiement se fait, mais il est un peu plus compliqué qu'on va dire dans des zones un peu plus conventionnelles d'élevage. Donc, en Italie, ce qui s'est passé, c'est comme je vous l'ai dit sur le schéma de droite, on a pu assainir tout de suite, là, en Lombardie, les troupeaux. Il y a eu une mise en place d'une vaccination préventive, et puis il y a eu la mise en place d'une zone réglementée. Et heureusement, ils ont pu le trouver tout de suite, ils ont eu un peu de chance, et ils ont pu l'assainir, et donc la situation s'est stabilisée. En revanche, en Sardaigne, comme vous le voyez sur l'image de gauche, eh ben, on a une multiplication des foyers confirmés donc en rouge, et puis ceux qui ont été assainis en noir sur la carte. Pour la France, on a eu un tout autre contexte épidémiologique, en tout cas là où c'est arrivé, à Entrelacs en Savoie. On a eu un premier foyer qui a été confirmé le 29 juin, donc vous voyez quelques jours seulement après ce qui a été détecté en Italie, dans un élevage bovin laitier sur la commune d'Entrelacs, donc c'est le schéma de droite que vous avez là. Et donc l'administration vous l'expliquera bien, le SRAL vous l'expliquera mieux que moi, donc il y a la mise en place de zones réglementées autour des foyers pour mettre en place un certain nombre de mesures d'assainissement et de limitation de restriction de mouvement pour empêcher la maladie de se diffuser. Donc les bovins ont présenté de la fièvre et des nodules. Il y a une enquête épidémiologique qui est toujours en cours. Alors je ne sais pas si elle se poursuit, mais en tout cas, il n'y a eu aucune introduction de bovins dans le cheptel un mois avant l'apparition du foyer. Et on n'a pas d'éléments probants pour identifier clairement l'origine de la maladie. Ça, c'est un élément important à entendre. Ça veut dire que on ne peut pas mettre en place de mesures strictement préventives pour empêcher un foyer de revenir. Donc c'est de l'importance que vous soyez extrêmement vigilant parce que ça peut arriver d'un autre endroit. On ne sait pas par où c'est arrivé, comment c'est arrivé. Donc les mesures qui ont été mises en place sont celles qui sont prévues par la réglementation communautaire, comme dans tous les pays européens. Donc il y a eu un dépeuplement, donc abattage des animaux. Tous les animaux de l'unité épidémiologique sont abattus, avec nettoyage, un protocole de nettoyage des infections assez rigoureux en plusieurs étapes, et une désinsectisation et des mesures de biosécurité, de restriction, et donc une zone réglementée, comme je vous le disais, qui est instaurée avec interdiction de mouvement et des mesures de gestion du lait. Donc, je vous ai mis ce petit schéma pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. On a eu donc le 1, un foyer à Entrelacs. Le deuxième foyer a été trouvé à 25 km plus loin, à Faverges. Puis un troisième foyer, 20 km encore plus loin. Et puis on a trouvé un quatrième foyer, ensuite à Culose, et un cinquième foyer à Anjou, Génisala. Donc vous voyez, c'est des petites distances, mais on commence à être sur des distances un peu plus importantes. On ne sait pas si c'est dû à des mouvements d'animaux réguliers ou irréguliers, ou de proche en proche. C'est un peu difficile d'être affirmatif, mais on sait que les deux événements au début de la crise ont probablement joué, parce que entre le moment où on identifie le foyer, ben en fait, la maladie, elle était déjà là depuis un moment, et des animaux ont pu se contaminer et partir, et on n'avait pas encore mis en place de zone réglementée. Et puis, on peut aussi avoir, même si ça n'a pas été formellement identifié, mais on sait qu'il y a des mouvements illégaux qui ont été menés et qui ont probablement conduit à la contamination d'autres départements ici ou là, etc. Donc, de l'importance de respecter strictement les mesures qui sont proposées, et de ne pas sortir les animaux une fois qu'une zone réglementée est installée. La mortalité, comme vous le voyez, elle va de 5 à 10%. On a abattu 1700 animaux là, depuis le début de la crise. Donc, si on le rapporte au nombre de bovins, on va être à 0,1, 0,2% de mortalité. Et si on laisse la maladie faire dans toute la France, avec 17 millions de bovins, je vous laisse faire le calcul, 5% de mortalité sur 17 millions de bovins, les conséquences que ça peut avoir. Et ça explique très clairement pourquoi les mesures sont aussi contraignantes d'abattage et de restriction au mouvement, parce que c'est une maladie d'importance. Donc la situation épidémiologique à date, donc elle évolue un petit peu tous les jours, comme vous le voyez sur le graphique en dessous. Donc le gros de la crise, où on a réuni un certain nombre, on pense, de facteurs favorisants. On était en période plus ou moins douce pour les vecteurs qui pullulaient pas mal.
dans une zone d'estive avec beaucoup de mouvements à ce moment-là, beaucoup d'animaux en pâture. Donc, ça a favorisé certainement l'explosion de la maladie à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est monté jusqu'à 15, 16 foyers par semaine. Et puis, très rapidement, tous les acteurs se sont coordonnés dans les foyers initiaux pour mettre en place les mesures et notamment déployer la vaccination qui vient en complément de l'abattage et de la restriction des mouvements, mais qui est indispensable. Et il faut reconnaître que on peut parler de prouesse entre le moment où on a eu le premier foyer et le moment où la vaccination est arrivée. Le délai a été extrêmement court et les éleveurs et les vétérinaires ont grandement joué le jeu. On les en remercie parce que c'est ce qui permet de protéger bien évidemment tous les autres départements. Et la vaccination s'est mise en place dans des délais records avec des pourcentages d'animaux vaccinés dans des conditions de contention pas toujours évidentes, vous imaginez en estive pour aller chercher les animaux, dans des proportions extrêmement fortes. Et donc voilà, c'était important de le souligner. Donc actuellement, on a 97 foyers sur 66 élevages. Alors la différence entre foyer et élevage, c'est que on peut avoir, comme vous le savez, des animaux qui sont allotés à des endroits beaucoup plus distincts. Et si, je vous donne un exemple, hein, si par exemple on a un lot de génisse qui est à 10 km, 5-10 km, et que ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas été en contact avec les autres animaux du troupeau, bah, si on trouve dans le troupeau la DNC, on peut exclure de l'abattage par exemple, les animaux qui sont à 10 km parce que c'est pas la même unité épidémiologique. Donc c'est pour ça que, et par contre, à l'inverse, s'ils sont en lien épidémiologique, eh ben, et si il y a des risques de diffusion, si on a trouvé des animaux positifs sur plusieurs lots, eh bien, on va avoir plusieurs lots différents. Et donc c'est ce qui fait la notion de foyer, même si ce sont des animaux qui appartiennent au même élevage. Voilà ce qui explique la différence entre les 97 foyers et les 66 élevages qui sont comptés atteints de DNC. Donc, vous voyez, 44 foyers en Haute-Savoie, 32 en Savoie. C'est là qu'on a eu le gros de la crise et qu'aujourd'hui, c'est à peu près réglé. On le verra sur la carte juste après. 11 foyers dans les Pyrénées-Orientales. Là, c'est une zone qui n'est pas stabilisée, puisqu'on a encore eu un foyer il y a 2 jours, et ça continue de pousser, même si le taux de vaccination commence à être intéressant, et même si le climat est un petit peu plus favorable actuellement. Mais là, on est encore dans des latitudes très douces, et ça continue de bouger, donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales à date. On a 6 foyers dans le Jura, 3 foyers dans l'Ain et un foyer dans le Rhône, donc qui sont consécutifs à ce qui s'est passé en Savoie, Haute-Savoie, et au mouvement d'animaux contrôlés ou pas contrôlés. Donc on a 5 zones réglementées en France. Je n'insisterai pas dessus parce que de toute façon, le SRAL reviendra un peu plus en détail dessus. Donc vous voyez, on a la zone active là, qui est la ZR3 de mémoire, les Pyrénées-Orientales, qui est frontalière à l'Espagne, et donc avec une zone de protection en rouge et une zone de surveillance où il y a un certain nombre de restrictions aussi, un peu moins fortes qu'en zone de protection, mais globalement c'est la même idée, ça reste quand même très restrictif en termes de mouvement. Et puis sur la droite, on a la zone historique de contamination, donc avec en bleu la levée de la zone réglementée, on est passé en zone vaccinale, c'est-à-dire que on a atteint un délai durant lequel il y avait plus de foyers, donc plus de 45 jours, et où on a plus de 95% d'élevage, 75% de bovins qui ont été vaccinés dans la zone. Et donc, on considère que le risque est a priori maîtrisé, mais doit rester sous contrôle. Et donc, il y a la possibilité de sortir les animaux de la zone moyennant un certain nombre de dispositions réglementaires qui vous seront présentées également par le SRAL. Et puis, on a des zones de contamination un peu plus récentes qui restent encore en vigueur. Donc, on a la ZR5 là tout au milieu de notre schéma de droite là. Et puis les foyers du Jura, donc un petit peu au-dessus, pour lesquels il faut encore attendre un délai pour être sûr qu'il n'y ait pas d'apparition de foyer. Et s'il n'y a plus de foyer et que les animaux ont été tous vaccinés, alors à ce moment-là, on pourra permettre les animaux de sortir moyennant une vaccination.
Et donc, il y a une deuxième zone en bas à gauche là, qui vient d'obtenir le passage en zone vaccinale, parce qu'on considère que les conditions sont atteintes et que le risque est maîtrisé. La situation épidémiologique en Espagne est également compliquée. Officiellement, on en est à 18 foyers sur les informations que l'on a réussi à avoir. Peut-être qu'on en a un peu plus parce qu'on a toujours un délai entre la constatation d'un foyer et la remontée des informations. C'est normal. Donc là, vous avez trois petits points là, qui étaient les trois foyers initiaux dans les Pyrénées-Orientales, tout en haut de la carte. Et puis, vous voyez, donc juste après, on a un certain nombre de foyers et un foyer à très grande distance. Et on ne sait pas exactement d'où ça vient. On peut supposer que ça vient de la France, mais on n'a pas mis en évidence de lien direct avec des animaux venus de France, en tout cas à ma connaissance, sur les enquêtes épidémiaux en cours. Mais il est fort à parier que ça vienne probablement de France, puisque, comme vous le savez, on exporte 300 000 veaux par an en Espagne. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait vous dire. Un petit euh, schéma rapide, mais plutôt de nature réglementaire, on va dire, pour vous montrer comment ça peut se passer. Vous n'êtes pas concerné à date, et l'objectif donc l'objectif, c'est bien que vous soyez informé et que vous ne soyez pas concerné par la maladie. Donc, à partir du moment où on a eu le dernier dépeuplement de foyer, vous voyez, on attend 45 jours. Et au bout de 45 jours sans foyer, on peut lever les restrictions très fortes qui apparaissent de mouvement. Mais en tout cas, si on devient zone réglementée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est impératif de déployer la vaccination tout de suite. Mais en tout cas, pour ce qui vous concerne aujourd'hui, l'important, c'est de détecter, d'être capable de détecter le plus en amont possible. Vous voyez qu'en Italie, lorsqu'on a détecté tout de suite, on a pu gérer tout de suite, ils ont pu s'épargner bien des contraintes et bien des difficultés. C'est le principal message, me semble, qu'il faut retenir. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que nous sommes un certain nombre à intervenir. Et puis, nous répondrons avec les collègues à toutes vos questions. Merci de votre écoute. Est-ce que Stéphanie, tu souhaitais dire un mot peut-être? Ben, je me disais, parce que moi, je ne suis pas sûre de pouvoir rester jusqu'à la fin, que peut-être il y avait déjà des questions et que c'était pas la peine de laisser les gens avec leurs questions pendant encore 40 minutes. Donc, il y a peut-être des questions sur la maladie. Et sinon, oui, j'ai quelques petits compléments à apporter. Apparemment, les personnes ne peuvent pas activer leur micro, donc je ne sais pas comment ça se passe pour les questions. S'il y a des questions, du coup, il va falloir que les personnes lèvent la main. Il y a un petit clic. Vous cliquez tout en haut sur la petite main levée, là, levez la main, et on débloquera les micros au fur et à mesure. Donc, il y a Cécile. Oui, alors moi Oui. j'ai une question, pardon. Si nous, c'est moins notre cas dans notre région, mais si deux élevages ont des animaux qui se touchent dans des prés à moins de 5 km, comment ça se passe si un élevage, enfin un foyer est positif à côté de enfin, dans un élevage, comment ça se passe pour le deuxième élevage? Quels sont les contrôles à effectuer ou est-ce qu'il y a des sérologies? Alors, bah, ça me permet comme ça d'aborder la question des sérologies, parce que David a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette maladie, donc on ne peut pas tout dire sauf à faire un cours de 3 heures. Euh, David l'a dit, hein, un des problèmes avec cette maladie, c'est que le virus est très peu de temps dans le sang et l'immunité qui va se développer, elle est davantage de nature cellulaire que de nature, ce qu'on appelle humorale. Quand on fait des sérologies, on cherche des anticorps et ça, c'est l'immunité humorale. Ce qui fait que, au final, quand on prend du sang de l'animal, on n'a pas toutes les chances, loin de là, de trouver le virus dans le sang. Ça peut arriver, auquel cas on a une PCR qui est positive. Donc quand on cherche le virus lui-même, c'est la PCR. Et puis quand on cherche les anticorps, eh ben, des fois il y en a et souvent il n'y en a pas. Donc, bilan des courses, quand on a un résultat de sérologie ou de PCR qui est positif, on est sûr que l'animal est contaminé. En revanche, quand c'est négatif, on ne sait pas quoi en dire.
Donc, ça n'empêche pas que ça puisse être un de ces animaux contaminés sans symptômes dont David vous a parlé tout à l'heure. Donc, la surveillance, c'est ce que David vous a dit et j'y reviendrai aussi, elle est clinique. C'est le rôle de l'éleveur que de surveiller ces animaux. Et ben, j'en profite pour dire ce que je voulais dire sur les signes cliniques. Donc, tout le monde a bien retenu les nodules. Il faut réaliser qu'il y a une petite fraction des animaux qui développent ces nodules, hein, en réalité. La grande majorité, soit n'auront pas de symptômes du tout, ou les développeront plus tard, soit ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est les augmentations de température, des bêtes qui chutent en lait pour les laitiers ou qui maigrissent. Il peut y avoir des œdèmes, et puis vous avez, et ça c'est un facteur qui est gênant dans la situation où on est aujourd'hui, vous pouvez avoir des animaux qui bavent et qui ont les yeux qui coulent, et il ne faut pas confondre ça ou se dire « Ah, c'est de la FCO, c'est rien ». Donc, ce genre de symptômes doit absolument amener l'éleveur à contacter son vétérinaire. Les nodules, quand ils apparaissent au début, ils peuvent être assez discrets. Il faut vraiment palper la peau des animaux pour les trouver. Et c'est pour ça que David vous a rappelé qu'il fallait y aller avec un licol et une corde, parce que ce n'est pas en regardant l'animal de loin qui court et qui n'a pas envie qu'on l'attrape. D'autant plus que ces animaux-là sont très douloureux et qu'en général, ils n'ont pas du tout envie qu'on les attrape. Donc, de loin, on n'y voit rien. Donc, c'est vraiment la surveillance du voisin. Si on voulait aller encore plus fort et plus vite que ce qu'on a fait, on aurait pu considérer que ce voisin était lui aussi pris dans l'unité épidémiologique. Ça n'a pas été fait, mais ça aurait pu être fait. C'est pas, on n'a pas on n'a pas les voies réglementaires pour le faire, mais en strict respect de l'épidémiologie, ça aurait pu être une option qui aurait probablement permis de sortir encore plus vite de la crise. Ok. Merci. Donc, voilà, parce que donc, ça aussi, ça a été rappelé dans la présentation de David. En fait, quand un animal est positif, toute sa peau contient du virus. C'est vraiment la zone là où... Enfin, après, il y a les muqueuses internes, évidemment, mais la peau, elle est virémique, elle. Et donc, si il est piqué ou si on injecte un produit vétérinaire, par exemple, de soins, et qu'on utilise cette aiguille pour un autre animal, ou s'il est piqué par un tan ou par un stomox, quasiment à tous les coups, l'aiguille de la seringue ou des pièces buccales du tan ou du stomox se contamine, et la prochaine piqûre faite avec contamine le voisin. Donc, c'est pour ça que c'est très contagieux. C'est que toute la peau est contaminée, quoi, hein, quand l'animal a incubé et commence à développer les symptômes. Donc, la transmission, elle est très, très efficace de la maladie. Et c'est ça qui fait qu'il faut prendre des mesures très vite et très fort. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton « Lever la main ». Vous mettez vos questions dans le chat aussi, on pourra les lire. La présentation a été overclair, David. Bon, moi, juste le temps que les questions peut-être viennent, donc moi, je représente un organisme qui s'appelle la SNGTV, qui est un peu l'équivalent de GDS France, c'est-à-dire qu'on est une association technique, on fait de la formation, on a des commissions, on a des vétérinaires spécialisés, donc qui sont tous des praticiens, hein, de terrain. Moi-même, je suis praticienne en Côte d'Or. Et qui sont spécialisés dans différents domaines, la parasitologie, le vache allaitante, vache laitière, cochon, poule, volaille, enfin tout ce qu'on veut, les abeilles, etc. Et donc, on a aussi, ça c'est pour l'organisme national qui serait un peu l'équivalent de GDS France. Et puis, à l'échelle de chaque région, il y a un GTV, c'est comme votre GDS, et qui a donc ce rôle de formation continue et de donner des éléments techniques aux confrères de terrain. Et puis, on assume, aux côtés de l'État, un rôle d'OVVT qui est l'équivalent de votre OVS. Et donc, dans des crises comme ça, notre rôle, ça va devenir le lien
avec les GDS, David l'a dit, hein, on a travaillé ensemble depuis le début, et l'administration, donc moi à mon échelle avec la DGAL, et puis les GTV de chaque région discutent avec les services vétérinaires de chaque département et de chaque région. Donc là, notre rôle, c'est de faire de l'appui technique, de donner notre vision sur la lutte, mais surtout en partant du terrain, hein, comme les GDS, c'est-à-dire de voir ce qui est possible ou pas de faire pour les vétérinaires, quelles sont les difficultés, comment ça se passe, et essayer de mettre en place avec les autres acteurs la lutte concrète sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut passer des textes à qu'est-ce qu'on fait en vrai. Donc en Savoie, ça s'est passé par les JA beaucoup, les chambres d'agriculture, les GDS, les vétos, et tout le monde s'est mis d'accord sur la façon de faire en sorte de déployer le plus vite possible cette vaccination, de façon à ce que tout le monde soit coordonné, que les vétérinaires soient en lien avec les GDS, qu'il puisse y avoir les prêts de couloir, les JA qui sont venus aider, etc. Et dans ces cas-là, la cohésion de nos différentes structures vétérinaires, éleveurs, administration, elle est super importante. Donc ça, c'est ce qui s'est passé de façon magnifique en Savoie. On avait peur, par exemple, dans les PO que ça peine un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de vétérinaires qu'en Savoie. Et pourtant, tout le monde a fait le taf, tout le monde s'est levé. Et ils sont aujourd'hui à 95% de vaccination. Et ça, c'est pareil, c'est grâce à l'activité de nos associations et du dynamisme des gens en local. Donc ça, c'est plus pour la partie association et qu'est-ce qu'on fait et comment on contribue. Et puis le rappel aussi que je voulais faire, c'est que la surveillance de ces maladies-là, alors c'est une question qui n'a pas été posée là, mais qui le sera peut-être. Voilà, elle arrive. Est-ce qu'il y a possibilité de vacciner les vaches? C'est la question que j'attendais. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle une surveillance événementielle. Donc le rôle du vétérinaire sanitaire, c'est quand l'éleveur voit ces symptômes anormaux sur ses vaches, des vaches qui sont abattues, qui sont en hyperthermie, donc on l'a dit, hein, les yeux qui coulent, le nez qui coule, les œdèmes éventuellement, les ganglions qui sont gros, le lait qui baisse, et éventuellement des modifications de la peau. Donc c'est d'appeler le vétérinaire qui, lui, va regarder ça avec son habitude des maladies, va pouvoir appeler les services vétérinaires, faire les prélèvements et commencer à mettre en marche l'alerte sur ces points-là. Alors, pour les maladies qui sont classées A dans la LSA, on ne vaccine pas. Donc, on ne vaccine pas contre la fièvre afteuse, on ne vaccine pas contre la dermatose nodulaire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment... Alors, une des raisons, il y a plein de raisons, hein, mais une des raisons, c'est qu'à partir du moment où on vaccine, on ne peut plus certifier que notre pays est indemne. Puisque si vous faites des sondages de prise de sang, vous allez trouver, alors à 100% pour la FA, mais à un certain pourcentage pour la DNC, des animaux séropositifs. Et donc, vous ne pouvez plus dire aux autres pays, on est sûr d'être indemne de la maladie. Donc ça, c'est un premier frein. Et un autre frein, c'est que, alors pour cette maladie-là en particulier, on a de forts impacts cliniques sur les animaux. La vaccination, ça ne se fait pas finger in the nose. Les vaches derrière peuvent être malades. On a des animaux avec des œdèmes importants. Là, on en parlait à midi, il y a des saisies d'abattoirs en ce moment qui sont importantes parce que les animaux ont des colliers qui sont complètement enflammés. C'est un vaccin qui secoue les vaches, hein, et qui provoque, pour un certain nombre d'entre elles, un mime de la maladie. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des nodules comme si elles étaient malades. Donc, on sait faire la différence. Si l'éleveur appelle, on fait un prélèvement de ganglions et on sait faire la différence entre le virus du vaccin et le virus sauvage. Néanmoins, ça veut dire qu'il faut absolument que les éleveurs fassent cette déclaration et qu'on fasse les analyses à chaque fois pour être sûr que ça n'est pas de la dermatose nodulaire. Donc, ça complexifie beaucoup la surveillance et ça la rend plus fragile. Donc, c'est un vaccin vivant qui secoue les vaches. Et puis, vous l'avez vu, David vous a présenté une frise. Alors, en réalité, il y en a plein de ces frises-là, parce que ça dépend si on est en zone indemne, en zone vaccinale, etc. Mais toujours est-il qu'une fois qu'on démarre cette vaccination, les chronos que David vous a indiqués, là, de combien de temps on attend pour pouvoir commencer à discuter avec les autres pays d'export,
il démarre à partir du dernier animal de la zone concernée vacciné. Ça veut dire que, par exemple, si on mettait une vaccination partout en France, il faudrait le temps de la faire, c'est-à-dire probablement 4-5 mois, le temps qu'on puisse tout faire. Et à partir de là, il faudrait qu'on attende un certain nombre de jours, puisqu'on est en zone indemne. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est 45 aussi. À partir de là, on va commencer à discuter avec les pays qui seront d'accord ou pas, parce qu'ils peuvent aussi dire, bon, nous, on n'a pas confiance dans votre système. Finalement, vous avez vacciné, vous avez arrêté de surveiller et de chercher. Donc, si ça se trouve, au milieu de vos animaux, il y a des animaux porteurs. Et en tout état de cause, il faut attendre 8 mois pour qu'on puisse, sans problème, reprendre les échanges et les exports de bovins. Donc, l'impact pour vous, il serait d'au moins 1 an sans commerce. Donc, si on ajoute ça, plus le coût du vaccin, plus le fait que, objectivement, je ne vois pas comment un laboratoire pourrait produire 15 millions de doses en l'espace d'1 mois, il ne faut pas rêver, hein, on mettrait 1 an à les avoir, au moins, les doses. Donc, ça rajoute 1 année au blocage. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vacciner systématiquement n'est pas matériellement raisonnable. Et je vous dis, en termes d'impact sur les bovins, l'autre jour encore, j'avais un éleveur de Saône-et-Loire qui était fumasse parce qu'on a vacciné son cheptel et quand il a vu les effets sur les vaches, il m'a dit, ah ben non, c'est quand même dur à avaler, mais je dis ça, on vous avait prévenu. Donc, il est efficace ce vaccin, il marche super bien, mais à condition qu'on fasse tout le monde de façon obligatoire et à condition et avec des effets secondaires importants sur les animaux. Donc, pour l'instant, on gère bien, David vous l'a bien montré, hein, on gère 5 zones de 50 km de diamètre et l'équivalent de, tu vas me dire, mais je crois peut-être 600 000, 800 000 bovins versus toute la France et 15 millions de bovins, quoi. C'est pas le même impact. Et et j'en terminerai là, ça a été rappelé dans la visite sanitaire bovine sur la LSA, c'est que par moment, on fait de la surveillance et du contrôle actif des maladies. Et par moment, on fait ce qu'on appelle la surveillance événementielle, c'est-à-dire qu'on compte sur les éleveurs pour détecter les symptômes et appeler le veto. Et ça, c'est un rapport bénéfice-risque. Et aujourd'hui, clairement, pour vous, pour la société, le bénéfice financier final, il est en faveur de la surveillance événementielle. Est-ce que la vaccination est efficace en une seule fois ou est-ce qu'il Oui. faut faire des rappels? Alors, une seule fois, il faut faire un rappel à 1 an. Et en revanche, et c'est là où on va en profiter pour passer un petit message sur la FCO, la vaccination, elle est efficace contre ces maladies-là à partir du moment où on a beaucoup d'animaux vaccinés. C'est pas une efficacité individuelle stricte. Et donc, il faut atteindre, alors ce qu'on dit dans tous les bouquins d'épidémio, c'est 70%, mais en réalité, il faut atteindre 80% dans 90% des exploitations pour qu'on puisse dire qu'on maîtrise le truc. Donc c'est pareil, une vaccination facultative de celui qui veut bien prendre le risque au milieu d'un département où les animaux ne sont pas vaccinés, ça ne sert strictement à rien. Ok, merci. Voilà pour ce que j'avais à dire. Ah, et dernier point aussi, parce que la question n'est pas venue, mais c'est un point intéressant parce qu'on a eu des débats avec les vétos aussi sur les insecticides. Pourquoi David a dit que ça servait à rien d'arroser toutes les vaches aux insecticides? C'est que sur ces... Alors déjà, ça marche mal pour la FCO, ça on le savait. Les impacts, effectivement, environnementaux sont énormes, mais surtout, les temps, en fait, restent tellement peu de temps. Vous avez déjà vu comment les temps restent peu de temps, voilà. Vous allez vous en souvenir. Euh, Quand on est piqué par un temps, c'est extrêmement violent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse tout de suite. Et la vache, elle fait la même chose. Donc, en fait, le temps, il reste quasiment quelques secondes sur l'animal. Et donc, ils n'ont pas le temps de s'imprégner d'insecticides. Donc, ça ne fonctionne pas contre les temps. Et contre au Stomox, il y a énormément de résistance aujourd'hui des Stomox contre les insecticides qu'on a. Donc, à part polluer l'environnement, c'est à peu près tout ce à quoi ça sert. Voilà, c'était tout. Je me tais. Merci beaucoup, Merci Stéphanie. pour cette intervention claire.
Il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir continuer avec la présentation du SRAL du coup. Et on laissera un temps d'échange après. Ah, c'est une question? Non, c'est l'intervention Oui. de Mohamed. Alors oui, il faut que je débloque le micro. Voilà, vous avez la main maintenant. Bonjour, vous m'entendez bien? On entend bien, oui. Très Et bien. on voit la Alors, présentation. super. Mohamed Rouina, je suis l'adjoint au chef du service régional de l'alimentation et avec Yael Fari, la coordinatrice régionale santé protection animale, on va vous présenter les mesures de gestion de l'État. En préambule, je tenais à remercier la Chambre d'agriculture et Madame Rio pour l'organisation un peu dans un calendrier contraint de cette présentation auprès des éleveurs. Donc, je tenais à vous remercier. Je remercie aussi le GDS France et la SNGTV pour leur intervention très claire. Ce qu'on voulait vous dire un peu en introduction, c'est que pour rappeler les mesures, hein, comme vous savez, la ministre en charge de l'Agriculture a souhaité prendre des mesures fortes, hein, le 18 octobre dernier, hein, avec vraiment pour objectif, d'une part, de limiter les risques de propagation de cette maladie à des nouvelles régions, mais également de rassurer nos partenaires commerciaux, enfin les pays tiers, hein, vers qui on exporte, hein, évidemment, et la Commission européenne. L'objectif en fait de ces mesures, hein, pour donner un peu le contexte, c'était qu'on puisse, en prenant ces mesures-là qui sont fortes et très contraignantes, en tout cas pour les éleveurs, de garder la main sur le calendrier plutôt que de subir des restrictions qui seraient imposées par l'extérieur, notamment pour éviter, hein, surtout une mise sous cloche, vraiment où on ne pourrait pas maîtriser la durée, hein, et qui serait imposée par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment, voilà, pour la justification de ces mesures, hein, c'est vraiment préserver les exportations, maintenir un équilibre économique. Et c'est pour ça que, mi-octobre, la décision de suspendre sur tout le territoire la sortie du territoire, en tout cas des bovins, pendant 15 jours, a été prise. Ce qu'on voit, c'est que ces mesures elles ont montré leur efficacité, hein, et ça a permis de rassurer les autres partenaires européens et puis l'Union européenne, hein, grâce évidemment à la mobilisation de l'ensemble des éleveurs, hein, des vétérinaires et puis des services de l'État, hein, pour que la situation puisse s'améliorer. Les mesures exceptionnelles, là, actuellement, à ce jour, ont été levées, hein, pour certaines, de manière anticipée. Et voilà, mais la vigilance doit toujours se poursuivre, hein, évidemment, pour éviter que cette maladie puisse se propager. Donc, on compte sur vraiment chaque acteur de la filière, hein, que sont principalement les éleveurs, pour être très vigilants et continuer à respecter strictement ces mesures. Je sais pas là. Donc là sur les foyers, je sais que ça a été, on avait prévu de vous présenter sur les foyers, mais juste peut-être la deuxième diapo. Mais bon, ça a déjà été un peu expliqué. On a, Pardon de ouais. te couper, elle apparaît pas la deuxième diapo? Non, elle n'est pas Non. passée, enfin pas au niveau. Mais bon, On n'a pas le mode présentation, pour le coup, on a on a le détail du diaporama. ouais. C'est peut-être pas la bonne fenêtre qui est partagée. Mm. Enfin bon, pour dire, ça a déjà été un peu, enfin, ça a été évoqué, hein, les foyers, au total, il y a 97 foyers, hein, recensés depuis le début de cet été, dans 66 élevages, hein, avec le premier cas en France le 29 juin 2025. Bon, là, les cartes, vous les avez vues, hein, avec des différentes zones qui sont réglementées, avec des zones de protection à 20 km autour du foyer et des zones de surveillance à 50 km. Voilà. Euh, les deux France donc demeurent zone indemne et la stratégie actuelle vise à prévenir tout risque d'introduction, hein, dans la région. Euh, on peut donc là, les mesures transitoires qui ont été mises en place le 18 octobre, hein, ont été levées.
hein, dans toute la France métropolitaine, où on avait une suspension des manifestations temporaires festives et une suspension des certifications à l'export et aux échanges des bovins vivants. Donc là, les mesures pour la première est levée depuis le 5 novembre et la seconde depuis le 3 novembre. Dans les zones réglementées, on a la mise en place d'une zone réglementée supplémentaire, hein, qui englobe l'ensemble des régions, hein, qui ont eu des cas, hein, donc Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Et on maintient les mesures levées, en tout cas depuis le 5 novembre, c'est la limitation des rassemblements des bovins vivants en zone réglementée supplémentaire. Euh, voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à Yael Fari qui va pouvoir vous détailler plus précisément les mesures sur l'Île-de-France. Merci Mohamed et bonjour à toutes et à tous. Oui, donc du coup, donc ça c'était les mesures qui avaient été mises en place de manière exceptionnelle sur les zones indemnes, et les mesures en zone réglementée demeurent. Sur les exportations donc qui ont repris de manière anticipée en zone indemne et en Île-de-France. Donc, ça a été fait le 1er novembre. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et en fait, ça a été rendu possible grâce au respect strict des mesures qui avaient été mises en place. Et donc, on remercie les différents acteurs de la filière. C'est vraiment important pour la France parce qu'en tant que pays exportateur, on a besoin de ces exportations, que ce soit vers l'Union européenne ou vers les pays tiers. Voilà, donc cette reprise est vraiment très encourageante. Ça veut dire que la maladie est contenue, mais ça veut aussi dire que la confiance des partenaires commerciaux est maintenue et renouvelée. Voilà, mais bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut rester vigilant. Et c'est pour ça que la reprise des exportations va également de pair avec un renforcement des exigences en termes de traçabilité des bovins, et que des mesures spécifiques sont mises en place dans tous les centres de rassemblement en France jusqu'au 16 novembre. Alors, pour détailler ces mesures, donc l'objectif de ces mesures, c'est vraiment d'assurer une traçabilité complète de tous les déplacements d'animaux, pour être sûr que si jamais il y ait un événement, on puisse réagir de manière optimale. Parce que comme vous le savez sans doute, certains des foyers, les distances ont été expliquées tout à l'heure, mais on sait que les insectes se déplacent sur des courtes distances qui sont de 5 à 6 km, mais qu'il y a certains foyers qui se sont déplacés, qui ont été confirmés sur des distances plus longues. Donc c'est vraiment important de pouvoir contrôler les mouvements de bovins. Voilà, donc là, jusqu'au 16 novembre, pour tous les centres de rassemblement, il faut notifier sous 24 heures tous les mouvements de bovins qui transitent par les centres de rassemblement, et ce, quelle que soit leur destination, donc via les outils habituels et les bases de données habituelles. Alors, attendez. Hop. Alors là, donc on a cherché à résumer les mesures qui s'appliquent pour l'Île-de-France, pour que ce soit bien clair pour vous. Comme les mesures exceptionnelles ont été levées, qu'est-ce qui est possible? Donc l'Île-de-France est en zone indemne. Donc tout ce qui vient, donc pour les bovins qui entrent en Île-de-France, pour ceux qui proviennent de la zone vaccinale vers un élevage, les mouvements sont autorisés sous conditions. Donc, vous voyez, il y a différentes conditions. Ils doivent être vaccinés depuis au moins 28 jours, où il faut que les veaux soient nés de mère valablement vaccinés. Il faut qu'il y ait un examen clinique favorable, que les bovins aient été détenus dans l'élevage d'origine depuis au moins 28 jours ou depuis leur naissance, et il faut un laissez-passer sanitaire qui atteste de la vaccination. Donc, je reviendrai sur les détails du laissez-passer sanitaire. Ensuite, en ce qui concerne les mouvements de bovins pour un abattage immédiat, et donc ça c'est le cas partout en France, c'est autorisé sans condition et sans laisser passer tant que l'abattage est immédiat. Voilà, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, les marchés et les centres de rassemblement de bovins en Île-de-France sont autorisés sous condition de traçabilité complète, donc c'est-à-dire avec la notification de 24 heures. Et donc, ce qui ne change pas, c'est que les bovins qui sont présents en zone réglementée ne peuvent pas sortir de la zone réglementée, sauf si c'est pour un abattage immédiat.
Ah. Ah oui. Alors, en ce qui concerne le laissez-passer, donc c'est juste pour vous donner les étapes de la mise à disposition de l'émission d'un laissez-passer. Donc, en fait, la demande de laissez-passer se fait au niveau par l'éleveur ou les opérateurs au niveau de la direction départementale de protection des populations de départ. Ensuite, la demande est instruite et donc il y a tout un process qui permet de vérifier le statut vaccinal des animaux. Puis, les laissez-passer sanitaires sont émis et donc ils attestent de la vaccination. Et une fois que le laissez-passer sanitaire est mis à disposition, les bovins peuvent circuler en Île-de-France sans restriction. Oups, pardon. Et alors, en ce qui concerne les départs de bovins depuis l'Île-de-France, alors, ils peuvent se rendre en zone vaccinale sous condition de vaccination à l'arrivée. Et pour l'exportation, donc depuis le 3 novembre, les exports sont à nouveau autorisés. Il faut juste un préalable si les bovins viennent de zone vaccinale, il faut qu'il y ait donc le laissez-passer sanitaire dont on a parlé tout à l'heure et qu'ils séjournent en Île-de-France pendant 30 jours avant de pouvoir repartir. Voilà. Oups, pardon. Et alors après, donc du coup, le rappel des mesures, je voulais juste revenir sur la stratégie de lutte nationale. Bon, ça a été dit par les intervenants précédents, mais l'objectif, c'est vraiment l'éradication immédiate. Donc, une détection précoce et une vigilance accrue des éleveurs et des vétérinaires pour les cas de dermatose. L'application de mesures de prévention en élevage et dans les moyens de transport, le dépeuplement des foyers lorsque les foyers sont confirmés, les restrictions de mouvement dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont quand même assez larges par rapport au mouvement possible de la maladie. Donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, mais on peut revenir, enfin si jamais c'est pas clair, mais donc dans les zones où il y a des foyers, il y a une zone de protection de 20 km et une zone de surveillance de 50 km. Ce qui est beaucoup plus large que, par exemple, le déplacement possible des vecteurs qui se déplacent que sur 5 ou 10 km. Voilà. On rappelle aussi que le non-respect des restrictions est sanctionné parce qu'il est vraiment important que ces mesures soient respectées au bénéfice de tous pour que la maladie puisse être contrôlée sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et lorsqu'il y a des foyers, on met en place une vaccination d'urgence et obligatoire. Et donc, ça donne lieu aussi à une indemnisation des foyers et un accompagnement psychologique parce qu'on sait que pour tout le monde, voilà, la mise en place de ces mesures n'est facile pour personne. Voilà, je vous remercie et s'il y a des questions. Merci Yael et Mohamed pour votre présentation. Donc maintenant, on va laisser la parole aux éleveurs. Il y a David qui a une question. Normalement, c'est bon, David et Philippe. J'ai désactivé. J'ai activé le micro. Faut que vous désactiviez votre micro, côté. David et Philippe. Faut que vous le fassiez vous. Donc, Geoffrey avait une question. Alors, Geoffrey, je le vois plus. J'ai l'impression qu'il a été. Ah si. Donc Geoffrey, c'est pareil, je t'ai autorisé l'activation du micro. Il faut que tu l'actives maintenant. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au déplacement d'animaux hors bovins, comme les chevaux. Est-ce qu'il y a des possibilités que des chevaux ramènent, alors pas la maladie, mais des insectes dans d'autres qui viennent dans d'autres régions, quoi? Alors,
David l'a dit, la survie en fait du virus sur les pièces buccales des insectes, elle est très courte, elle est de l'ordre de quelques heures. Et un temps ou un stomox, il va sur un cheval pour le piquer. Donc s'il est infecté, on peut même plutôt penser qu'il va se nettoyer les pièces buccales en piquant le cheval. Et donc il y a eu pour calmer les inquiétudes une demande de limiter les mouvements des chevaux, mais honnêtement, ça c'est vraiment voilà, pour répondre à des inquiétudes qu'on comprend bien par ailleurs. Mais la réalité de la capacité de ces animaux-là à transporter, et d'ailleurs, on commence maintenant à avoir quelques mois quand même sur la façon dont se comporte cette maladie, et clairement, elle s'est comportée exactement comme ça avait été décrit dans les autres pays, c'est-à-dire de proche en proche par les bovins, taches d'huile, et de loin en loin, c'est-à-dire de la Lombardie à chez nous et des Savoies dans le Jura, par des mouvements de bovins. Ça, c'est clair, hein. Bon, du coup, est-ce que il y a est-ce qu'on a des retours de la Suisse euh, sur leur gestion de la maladie ou pas? Est-ce que vous nous avez dit que la Savoie, on ne savait pas d'où ça venait, mais est-ce que potentiellement il y a eu des animaux qui pouvaient venir de là? Voilà, parce que ma question, c'est plus que si on ne sait pas d'où ça vient, est-ce que l'année prochaine, quand il y aura à nouveau des températures clémentes et l'arrivée des temps dans nos régions, euh, voilà, ça Alors, peut- en Suisse, jusqu'à présent, on n'a pas de foyer déclaré. Donc, je pense que là, les Suisses, on peut les laisser tranquilles. Là où on a eu des foyers, donc c'est en Italie, et la probabilité la plus forte, c'est que ça vienne d'Italie. Après, comment c'est arrivé en Sardaigne et en Italie, en tout cas, le premier point, c'est la Sardaigne. Comment c'est arrivé en Sardaigne, on ne sait pas. Moi, je dois avouer que ça a été, enfin, ça a été évoqué par David, mais on peut revenir là-dessus, hein. La Sardaigne qui a commencé exactement en même temps que nous, puisque les découvertes ont été concomitantes à quelques jours près, est dans une situation où ils ont beaucoup de mal à vacciner, c'est-à-dire que nous, on a terminé la vaccination depuis maintenant longtemps dans les Savoies, et eux, ils sont à peu près qu'à 50% en Sardaigne, avec de grandes difficultés à mener les dépeuplements tels que nous, on les a fait. Alors, par des oppositions, par des difficultés d'attraper les animaux, enfin, moi, j'y suis pas et je sais pas, mais en tout cas, et il se passe ce qui s'est passé dans les pays qui n'ont pas eu la rapidité d'action que nous avons eu, c'est que ça pédale dans la semoule, quoi, hein. Donc, ce qui pourrait persister comme danger, effectivement, pour nous, ça serait la persistance en Sardaigne. Merci. Moi, j'ai une question sur les indemnités. Est-ce que vous avez des délais de paiement des indemnités en cas de... Il faut que je regarde. Alors attendez, s'il y a d'autres questions qui arrivent, je peux regarder parce que du coup pour les indemnités, je vais regarder, je vois si j'ai la réponse d'ici la fin de la réunion sur les délais. Merci. Alors, en complément, en attendant les éléments, je sais qu'il y a un système d'avance de trésorerie qui est fait avec une partie des indemnités qui peut être versée tout de suite dans un délai assez court de mémoire, en tout cas ce qui a été indiqué hein, dans les comptes rendus, dans les communiqués de presse. J'ai en mémoire 8 jours, mais honnêtement, je ne mettrai pas ma main à couper sur ce délai-là. Et ensuite, un solde possible ultérieur. Mais il me semble qu'il y a une avance de trésorerie immédiate qui est possible et assez rapidement, justement pour parer aux difficultés, aux conséquences extrêmement importantes des foyers et aux restrictions consécutives Merci. au foyer.
j'ai fait marquer de Bourg-en-Bresse. On a vu sur animaux qui étaient à contact et qui sont partis en toute la France. C'était bien. Mais visiblement, les 20 vaches parties en Bretagne ont été. On n'a pas entendu la question, hein, Philippe. Ben, j'ai cru comprendre que ça concernait les animaux qui ont pu partir alors qu'ils provenaient de foyers qui ont été découverts en fait après leur départ, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. En tout cas, quand il y a, le temps que vous puissiez écrire, quand il y a comme ça des liens épidémiologiques qui sont découverts. Donc, par exemple, le premier foyer du Jura avait fait partir des veaux quelque temps avant, dans un centre de rassemblement de veaux d'engraissement. Et donc, il y a eu un grand nombre de veaux contacts qui ont été pistés par les DD. Un grand nombre ont été euthanasiés sans attendre. Le reste a été mis sous surveillance. Et jusqu'aujourd'hui, et là, on commence à être dans les délais où on va pouvoir respirer tranquillement. Il n'y a pas eu de contamination. Et ces veaux étaient acliniques, hein, ils étaient sans clinique, mais effectivement, ils sont surveillés, hein, tout est mis sur surveillance. Mais ça démontre bien notre fragilité relative au mouvement et ça explique encore une fois pourquoi il y a eu un standstill là, demandé quelque temps. Merci pour votre réponse. On a une question de Josiane Dumaret. Donc, pareil, j'ai débloqué votre micro. C'est bon. Oui. Oui, bonjour. Une question par rapport à la contamination. On entend que vous dites que la peau est très contaminée, contaminante. Est-ce que nous, on peut être un vecteur de contamination, les véhicules, je pense au matériel qu'on peut avoir en commun avec d'autres éleveurs, type des bétaillères ou autres? Est-ce que Alors, ça peut, ouais. est-ce que ça peut être contaminant et après, quelles sont les mesures de précaution pour désinfection ou autres qu'on peut mettre en place? En théorie, même si c'est pas la voie majeure, il peut y avoir une contamination par léchage, par la salive, par les larmes, hein, qui également sont très virulentes. Par exemple, quand on fait des écouvillons sur les animaux qui ont des larmoiements ou du jetage, qu'on fait des écouvillons pour des PCR, c'est un très bon prélèvement aussi. À partir du moment où l'animal a des symptômes. Donc oui, il peut y avoir théoriquement une contamination par ces voies-là, et c'est pour ça qu'il y a des mesures qui ont été demandées de désinfection. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont préconisées d'ailleurs en permanence, ces mesures, mais là plus encore, oui. Y compris les tenues, les vétos qui vaccinaient avaient des tenues jetables, par exemple, hein. Et on change d'aiguille à chaque animal quand on vaccine. Et c'est valable pour les vétérinaires comme pour les éleveurs. Je me permets d'intervenir sur l'indemnisation. Je confirme bien ce qui a été dit. Il y a bien une avance de trésorerie qui arrive dans les jours suivant l'abattage. Merci. Anne-Sophie, il y a Marion qui souhaite compléter, je pense, sur l'indemnisation, qui a levé la main. C'est bon, j'ai levé le micro de Marion, pardon. Tu peux y aller, Marion. Oui, pardon. Du coup, j'avais mis un message sur le chat parce qu'en fait, j'ai plein de monde autour de moi, donc je peux pas trop parler. Mais c'était pour appuyer ce que disait David. Moi, ça m'a été confirmé par une véto des Savoie, donc qui connaît bien le sujet. Comme quoi, il y a une première partie qui est versée aux éleveurs touchés sur la base d'un forfait par bovin de 1 500 €.
Et ensuite, il y a un ajustement qui est fait au cas par cas pour chaque bovin en fonction d'un pointage pour pouvoir ensuite apporter le complément financier. Et pour le repeuplement, vous avez une idée ou pas de savoir s'il y a des indemnités? Attends. Alors, je complète de nouveau. Excusez-moi. Alors, je retrouve l'information pour le repeuplement que j'avais eu, toujours de la même personne. Il y a une indemnisation de 70 € par bovin pour les introductions, prise de sang et frais vétérinaires et 75 € par animal pour le transport. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question dans le chat, je crois. Oui, la question de Sophie, faut-il être à jour des cotisations GRDS pour l'indemnisation? Oui. Donc, non, c'est des indemnisations de l'État, donc c'est pas en lien avec le GRDS. Pour l'instant, il n'y a pas d'indemnité prévue pour le GRDS, on a des aides pour la FCO, pas pour la DNC pour le moment, parce qu'elle n'était pas encore, arrivée en Île-de-France et on a un prochain conseil d'administration, on abordera sûrement le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas d'aide prévue pour le GRDS, donc pas de lien avec les cotisations au GDS. Il faut être à jour de ces cotisations GDS pour avoir les aides caisse coup dur de la caisse coup dur de la région, du GRDS et la fiche action, mais il n'y a pas de lien avec la DNC pour le moment. Je me permets d'intervenir pour compléter. C'est un arrêté, il y a un arrêté du 30 mars 2001 qui fixe les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration qui cadre l'ensemble de ces éléments. Si vous voulez, on pourra peut-être vous transmettre peut-être les éléments principaux de cet arrêté. Deux choses là-dessus. Bon, pour la petite blague, il faut toujours être à jour de ces cotisations. De toute façon, au GDS, c'est une bonne chose en général. Ensuite, on va souhaiter ne pas avoir besoin quand même de ces dispositions, de ces dispositifs-là, j'espère, en Île-de-France, quoi. On est en zone indemne et on va tout faire pour rester en zone indemne. On le souhaite. Il y avait un message de Philippe, je crois, dans le chat sur le développement. Pardon, oui, excusez-moi, oui, je confirme que ce sera bien. L'objectif, c'est vraiment qu'on n'en arrive pas au sujet de l'indemnisation, hein. Je confirme, mais en tout cas, il faut savoir que en cas de foyer, si ça venait à arriver, l'État, en tout cas, respectera ce qui a déjà été mis en place dans les régions qui ont été touchées. Et du coup, il restait une question de Philippe dans le chat sur le développement en Espagne. Donc, il dit que le développement de la DNC en Espagne n'est pas encore contenu malgré la vaccination bien avancée et qu'on entend une crainte d'élevage important nord-est Espagne, Barcelone. Eh Oui, ben, alors Philippe, oui, vas-y.
David? Oui, mais oui, la difficulté, Philippe, de l'Espagne, c'est que, enfin, en tout cas en termes d'organisation et de remontée d'informations, c'est que il y a une très forte autonomie des régions et que la gestion est autonome. Donc nous, on est en lien avec, en tout cas via l'administration, par les autorités centrales, et on n'a pas toujours d'informations aussi rapidement qu'on peut l'avoir chez nous, si tu veux, sur la situation. Donc on sait que officiellement il y a 18 foyers, moi j'ai entendu 20 foyers. Il y en a qui disent qu'effectivement c'est compliqué, mais c'est sûr que quand ça arrive quelque part, de toute façon, ça fait énormément de dégâts. Et donc, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. En tout cas, officiellement, on a 18 foyers. Ils ont prévu effectivement une extension de la zone vaccinale, hein. Mais on ne sait pas si cette extension moi, je n'ai pas réussi à comprendre si cette extension de zone vaccinale, elle est due au fait qu'il y ait un foyer qui soit allé plus loin ou pas, ou si c'est par prévention et parce que les gens Non, ont demandé. préventif. C'est préventif uniquement, hein, dans Mm. les deux régions Mm. qu'ils ont mis en place. Ouais. En tout cas, Alors, c'est comme ça que c'était affiché, et un peu comme la Corse l'a fait. Mais je voudrais quand même rappeler ce que Stéphanie a dit. La vaccination, elle n'est pas anodine. On n'est pas sur un vaccin inactivé, on est sur un vaccin vivant. Deux, en termes d'exportation, et même si individuellement on n'exporte pas, on sait très bien que les exportations tiennent les prix heureux que l'on connaît aujourd'hui dans l'élevage. Ça risque d'obérer de façon significative et à moyen terme nos capacités exportatrices au niveau français si on se mettait à généraliser ou à faire de la vaccination préventive de chaque côté, quoi. Moi, j'ai toujours en souvenir FCO 2009, la Turquie réouvre 1500 places d'engraissement d'animaux. Et ça avait quand même tiré les prix de façon significative, 5 à 10% pendant quelques mois, sur tous les animaux français. Donc on voit bien que c'est toujours la part marginale du marché qui va faire le prix. Et à l'inverse, dès qu'on a trop d'animaux sur le marché, ben, les prix peuvent descendre de façon extrêmement significative. Et on a une incertitude. Alors, les Italiens ont dit qu'ils étaient OK, parce que, bon, de toute façon, ils importent 700 000 à 1 million de bovins par an. Donc, évidemment, on sait qu'à un moment donné, ils vont venir les chercher chez nous. Donc, ils ont ouvert et ils nous ont dit, là, hier ou avant-hier, le 3 novembre, qu'ils étaient OK pour accepter les animaux vaccinés. Bon, mais ils vont quand même s'amuser. Ils vont quand même s'amuser. Ils ont attendu un maximum parce qu'il y a un paquet d'animaux maintenant sur le marché disponibles et prêts à partir. Et ça va commencer à faire baisser les prix 150, 200 euros par animal. Donc ça a quand même, à moyen terme, et sans qu'on le voie immédiatement, ça a quand même des conséquences significatives. Et pareil pour les exportations. Là, c'est chaque pays, en pays tiers, qui décide des conditions qu'il veut. Et là, on ne sait pas du tout à quoi s'en tenir. Donc, toutes ces 10 000, 15 000 animaux génisses, etc., qu'on exporte pour tout le Maghreb, etc., qui nous permettent là aussi de tirer un peu sur les prix du marché, bah, si cela, de façon long terme, pendant 18 mois ou un an, ils disent, bah, niet, nous, on prend rien, les conséquences peuvent être extrêmement importantes. C'est ça qui fait que on module, et Stéphanie l'a dit également très justement. Aujourd'hui, on a des vaccins pour parer lorsqu'on a une zone réglementée qui se met en place et on a une extension de zone réglementée, on est prêt. Mais bon, les Espagnols, eux aussi, ont besoin de vaccins et les capacités vaccinales, aujourd'hui, elles sont limitées. On ne peut pas sortir 15 millions de doses comme ça du jour au lendemain. Et ça fait vraiment toute la complexité de la situation. Donc, il faut vraiment marcher sur la crête. Il faut se tenir prêt, bien évidemment, au cas où. L'hiver, normalement, devrait un peu nous aider à calmer les choses. Et puis, les restrictions de mouvement mises en place aussi nous ont permis d'essayer de voir les derniers foyers qu'on avait du mal à trouver. On l'espère, on croise les doigts, hein. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, mais déployer collectivement, hein, je pense que c'est assez partagé, déployer la vaccination généralisée, c'est pas une option sur la table aujourd'hui parce qu'elle a trop de désavantages par rapport aux inconvénients que cela pourrait apporter. Je voudrais ajouter un point technique, parce qu'on l'a vécu très bien en Savoie. Il faudra qu'on aille rechercher les chiffres, mais entre le moment où on vaccine un animal et le moment où il est immunisé,
il s'écoule au minimum 21 jours. Pendant ce temps-là, si l'animal, et vous avez vu, on a une incubation jusqu'à 28 jours. Ça veut dire qu'un animal qui aurait été contaminé au moment même de la vaccination ou quelques jours avant peut faire une DNC jusqu'à 42 jours, c'est ça, 49 jours après l'injection de vaccin, quand on additionne le temps d'incubation et le temps de protection maximale. Donc c'est théorique, c'est un temps maximal, mais il est tout à fait normal, même avec une vaccination avancée, qu'on continue à avoir des cas. Et c'est le cas aussi dans les Pyrénées-Orientales actuellement, qui sont sur un pas de temps similaire à celui de l'Espagne. Donc la situation que vous décrivez n'est pas différente de celle qu'on a vécue en Savoie. On augmente le plus vite possible le nombre d'animaux qui vont être protégés pour essayer d'aller plus vite que la transmission de la maladie, mais il y a une zone grise où les animaux ne sont pas encore protégés par le vaccin et peuvent être contaminés. Donc, n'a rien d'anormal ce qu'on observe là. Et on est en face de notre zone vaccinale à nous. Donc, pour l'instant, on est bon. Excusez-moi, mais vous pouvez me réexpliquer l'histoire des 49 jours? Parce que pour moi, si on vaccine jour N, l'animal est contaminé à N-2. Je comprends pas pourquoi. Eh ben, il peut, s'il est contaminé à N-2 et vacciné le jour N, il peut faire une incubation de 4 jours, donc à N+2, il est malade. Oui. Ou une incubation de 14 jours, donc à N+12, il est malade, ou une incubation de 28 jours, donc à N+26, il est malade. Maintenant, si vous le vaccinez le jour N, dans la mesure où il est protégé qu'au bout de 21 jours, s'il se contamine le dernier jour avant d'être protégé, bon, c'est caricatural, je vous dis, c'est des extrêmes, hein, mais s'il est calculé, s'il est contaminé le jour 21, et que pas de bol, il fait une incubation de 28 jours, ça vous donne une fenêtre maximale de 49 jours. Mais cette fenêtre, elle peut être beaucoup plus courte, évidemment. Hein. On le voit, on l'a d'ailleurs vu dans les Savoies, où les vétos allaient vacciner, puis 3 jours après, pif, il y avait la maladie dans le lot. Hein. Donc, mais voilà, donc, mais en tout cas, c'est pour dire qu'on peut, pendant une période assez longue, avoir une coexistence d'une vaccination bien avancée et de cas cliniques, et que ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est pénible, mais c'est voilà, c'est la biologie. Il n'y a plus d'autres questions? Il ne reste pas de questions, pas de commentaires. Bon, on va remercier en tout cas tous les intervenants hein, dont les présentations étaient riches et très claires. Ça a éclairé pas mal sur la DNC, les mesures de gestion, pourquoi ces mesures. Donc, merci David de GDS France, merci Stéphanie du SNGTV, merci Yael et Mohamed du SRAL pour vos interventions. Et merci à tous pour votre participation et vos questions. Et vous pourrez retrouver donc ce webinaire, revenir dessus, qui sera mis à disposition. Voilà. Du coup, Anne-Sophie, est-ce que les gens pas présents, mais pourront avoir accès à ce webinaire malgré tout? Oui, on va renvoyer le lien et on le mettra en ligne sur le site internet de la Chambre, sur une page dédiée. Parfait, merci. Ceux qui n'ont pas pu être présents. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.